Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous allons parler université. Je m'occupe en fait d'un master, le master 202 à Dauphine. Enfin, je suis un des enseignants de ce master. Et je me posais la question suivante, c'est est-ce que Internet et les réseaux sociaux et toutes ces choses compliquées, est-ce que ça peut apporter quelque chose, un différenciateur majeur en fait au master. Donc ça c'est mon problème. Et je me demandais en fait, est-ce qu'il y a une typologie de stratégie adoptée par les universités mondiales par rapport à cette question? Alors, effectivement, depuis pas mal d'années, on voit que le secteur éducatif et l'enseignement supérieur en particulier s'est peu à peu approprié finalement l'utilisation de l'usage de l'Internet du web social. Il y a trois grands axes qu'on peut distinguer, qui sont finalement qui reproduisent le cycle de vie finalement du secteur de l'éducation supérieure. On va s'intéresser aux étudiants, Mmh. on va s'intéresser aux corps enseignants Mmh. et on va s'intéresser aux anciens élèves. Mmh. On s'intéresse aux étudiants parce que les étudiants à l'heure actuelle sont des gens qui appartiennent à la génération Y, qui sont nés avec un Internet déjà existant depuis récent, Oui, oui. qui sont habitués à utiliser le web social, les Mmh. forums, les blogs, Facebook et autres, et qui donc dans leur vie de tous les jours ne se posent plus de questions à savoir si telle ou telle chose est réellement tel ou tel secteur, telle ou telle entreprise, telle ou telle activité est pertinente sur Internet. Et de ce fait, leur université, leur école même, a tout à fait a une place tout à fait pertinente dans la relation avec les élèves. On peut aujourd'hui, dans certaines prépas par exemple, établir une relation avec les professeurs qui vont distribuer des sujets par mail, qui vont entretenir des forums, voire des blogs pour discuter avec les élèves. Je connais le cas d'un chercheur enseignant à Paris 6 qui dialogue avec ses élèves sur Facebook. Donc la relation avec les élèves aujourd'hui, elle peut se faire via les médias sociaux. La deuxième forme, pour la mise en valeur du personnel du corps enseignant, elle existe depuis quelques années également. Prenez l'exemple d'Harvard. À Harvard, depuis déjà pas mal de temps, met en avant la valeur des enseignants, la valeur des cours, n'hésite pas à entretenir une revue en ligne qui est en fait une compilation de plusieurs blogs gérés et administrés d'un point de vue éditorial par des professeurs, met en avant les cours, ou certains cours en tout cas, sur YouTube ou sur iTunes, donc fait feu de tout bois finalement pour développer la visibilité et la qualité, une perception positive finalement de la qualité de l'enseignement. Et puis le troisième volet, c'est la relation avec les anciens élèves. C'est ce qu'on a toujours très bien su faire en France, avec la pensée à toute la gloriole qu'il y a autour des anciens élèves de telle ou telle grande école, ces réseaux qui sont très bien formés, qui ont très bien vécu pendant les 2 derniers siècles, et qui aujourd'hui sont extrêmement chahutés par les réseaux sociaux professionnels. Auparavant, il fallait payer une cotisation, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros pour appartenir aux anciens élèves d'une grande école d'ingénieurs ou d'une grande école de commerce. Aujourd'hui, ça ne coûte rien du tout. Il suffit d'aller les chercher sur LinkedIn, il suffit d'aller googler le nom d'un de ses anciens collègues et de camarades de classe, et puis on les retrouve. Et donc, les réseaux d'anciens sont finalement menacés par les réseaux sociaux professionnels. Et ils ont donc besoin de s'approprier de nouveau Internet, et cela se fait au travers d'initiatives qui pour l'instant sont un petit peu disparates, notamment l'initiative globale comme le PyTech Review, qui est finalement un blog, un semi-blog, semi-webzine qui cherche à toucher finalement l'ensemble des anciens élèves des grandes écoles du Grand Paris. Ce sont des chantiers aujourd'hui, je pense que rien n'est complètement établi, rien n'est complètement figé, mais ceux qui auront pris une certaine avance finalement peuvent se dire que dans 20 ans, dans 50 ans, eh bien, ils auront fait les bons choix rétrospectivement pour se positionner et pour être encore plus visibles à terre et les meilleurs. Alors justement, est-ce que c'est quelque chose qui est majeur ou est-ce que c'est cosmétique? C'est-à-dire, est-ce que si je loupe
ce coche, je risque d'avoir des problèmes plus tard, d'être un peu déclassé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu secondaire, est-ce que ça doit m'empêcher de dormir ou pas? En valeur absolue, Oui. on pourrait considérer que c'est secondaire. Oui. On a très bien vécu sans. En valeur relative, c'est primordial. Pourquoi? Parce que d'autres acteurs, qui sont des acteurs peut-être un peu moins visibles ou de seconde catégorie, mais qui ont bien mieux perçu l'intérêt de ces outils, vont se positionner à travers ces outils, vont développer leur influence, vont développer leur notoriété et vont menacer finalement la situation établie. On va voir des écoles de commerce de second rang, des écoles d'ingénieurs de second rang, développer la visibilité de leur corps enseignant, développer leur notoriété et donc recruter de plus en plus d'élèves qui auparavant allaient vers les filières de choix et menacer finalement l'ordre établi. Donc c'est peut-être secondaire a priori, en réalité c'est primordial pour ces écoles qui veulent se maintenir sur le long. Donc en fait c'est quand même l'axe majeur, c'est quand même la visibilité, quoi. C'est donner une image nouvelle. Mais de toute façon le choix qu'on fait à l'issue de l'enseignement secondaire pour se destiner à tel ou tel rôle se fait finalement en fonction de la notoriété des filières. Pourquoi certains élèves vont choisir telle université, pourquoi certains élèves vont choisir telle filière? Parce qu'ils en ont entendu parler dans leur entourage, parce que leurs amis leur ont recommandé ce type de formation. On fait ces choix la plupart du temps en fonction de recommandations ou de l'image perçue auprès de son premier cercle. D'accord. Et alors, est-ce que c'est très coûteux? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il faut des personnels spécifiques, des matériels? Comment ça se passe? Paradoxalement, ce n'est pas coûteux. Oui. C'est extrêmement peu coûteux parce que les outils sont quasiment à disposition, ils ne sont pas d'un coût exorbitant, ils sont accessibles. Le vrai coût, il est dans la conduite du changement auprès des personnes qui vont devoir se mobiliser. Ça peut être le personnel administratif pour mettre en place ces outils. Ça peut être le corps enseignant qui, je dirais, sans trop faire de généralité, mais est plutôt réfractaire à ces outils de communication. La com, ça n'a jamais intéressé les ingénieurs, ça n'a jamais intéressé les enseignants. Ça a toujours été considéré comme quelque chose de secondaire dans notre pays. Je pense qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on sait que pour être un bon professeur, il faut aussi le faire savoir. Eh bien, paradoxalement, le vrai coût va se cacher dans ce changement de mentalité. Ce changement de mentalité, il va se faire par de la formation, par de l'apprentissage, par de l'exemple, leur montrer que ça ne va pas perturber, ça ne va pas dégrader la qualité de l'enseignement. Au contraire, ça va leur permettre d'attirer de meilleurs élèves, de meilleurs étudiants, et donc, de ce fait, de faire croître la qualité et le positionnement de ces écoles et de ces universités. D'accord. Alors, dans mon cas, justement, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est-à-dire, par où je commence? Quelle est la première étape? Le premier domino qu'il faut faire tomber? Un petit plan de travail très simple en 3 axes. Le premier, c'est de créer ce canal de communication avec les élèves. Sur Facebook, sur LinkedIn, choisir un outil simple, accessible, sur lequel les élèves sont déjà positionnés pour commencer à établir cette passerelle. Le second, c'est se positionner soi-même en tant qu'enseignant ou positionner un petit groupe d'enseignants au travers, par exemple, d'un blog collaboratif. Ça va demander peut-être 1 ou 2 articles par mois par enseignant pour montrer que les cours, les conseils qui vont être apportés, qui vont être prodigués, finalement, sont rattachés à du réel. Et ce n'est pas de la pure théorie qui n'intéresserait pas forcément les élèves. Et puis, dans un troisième temps, c'est retrouver les anciens élèves, retrouver les alumni, le terme approprié chez les anglo-saxons, pour fédérer finalement cette communauté de gens qui vont dire « j'ai suivi les cours du professeur Fleuri, j'ai suivi cette filière, le 202, et j'en suis fier, et je vais porter haut les valeurs, je vais me positionner comme un ambassadeur finalement de la filière ». Et c'est exactement, je dirais, le même enjeu que dans l'utilisation du web social par des entreprises ou par des marques. Il s'agit de trouver ces ambassadeurs et les faire parler positivement. Très bien, merci beaucoup Hervé. Merci Christophe.